muted. C'est moi qui commence, François-Philippe. Hello everyone, bonjour à tous. Je suis content d'être ici avec la Dr Tam et le Dr New, ainsi que les ministres Champagne, Anand et Haidu. Aujourd'hui, je veux vous parler de la situation actuelle en ce qui concerne la livraison des vaccins, les règles de santé publique et nos investissements à long terme dans la biofabrication ici, chez nous. Commençons par la livraison des vaccins. This week, we're receiving 4.5 million vaccine doses, including a shipment from Pfizer that has been moved up ahead of the holiday weekend. 4.5 million doses is our largest weekly shipment to date, and it'll help Canada keep within the top of the G20 on daily vaccinations, where we've been for over 2 weeks. In fact, because of the number of vaccines arriving, yesterday, Ontario announced that anyone over 18 can sign up for a vaccine appointment starting today. To everyone who's been waiting patiently so that your parents and grandparents could go first, thank you. Thank you for hanging in there, but also thank you for now booking your appointments. Hospitals, pharmacies, and healthcare staff are all doing an incredible job rolling out vaccines to everyone. So I want to give another big shout out to all frontline workers who are part of this effort. With millions of vaccines arriving each week, getting doses into arms is a true Team Canada effort. With the leadership of people like Brigadier General Krista Brody, who's now heading up vaccine logistics and operations at the Public Health Agency, we're going to get this done. Brigadier General Brody had already played a key role in the vaccine rollout with the Public Health Agency. She, along with the team that's been there since day one, is ready and able to get millions of doses to Canadians in the coming weeks. On that note, this morning, I also want to share some very positive news about our vaccine deliveries for the summer. I can confirm that we'll receive 9 million doses of the Pfizer vaccine in June alone. That means that between now and at least the end of July, we'll continue to get over 2 million Pfizer doses a week. Aujourd'hui, je peux confirmer qu'on va recevoir un total de plus de 9 millions de doses de Pfizer en juillet. D'ici la fin juillet, on va continuer de recevoir plus de 2 millions de doses de Pfizer chaque semaine. La vaccination progresse rapidement. Cette semaine, on va recevoir 4,5 millions de doses, notre plus grand nombre de doses en une semaine à ce jour. Ces doses vont contribuer à maintenir le Canada dans les premiers pays du G20 en matière de vaccination quotidienne, une place qu'on occupe depuis 2 semaines déjà. Ces nouvelles sont encourageantes et voici ce que ça signifie pour vous et votre famille. This summer, once cases are low, and at least 75% of people have had one dose and 20% have had a second, you can look forward to outdoor things like a small get-together in a backyard, going hiking, or sharing a meal on a patio. This fall, once 3/4 of eligible Canadians are fully vaccinated, we'll be able to do more of the indoor things we miss, whether that's watching sports in person or a dinner party in a restaurant. That's what a 1-dose summer and a 2-dose fall could mean for you and your family. We worry less, and we see each other more. And to get there, here's what we all need to continue to do right now. First, keep following the current public health restrictions for a few more weeks. Things can't open back up until cases are way down. Otherwise, we risk a 4th wave. Second, and this is key, get your vaccine. We can all help get back to the things we love by being vaccinated. Notre priorité est d'assurer votre sécurité et celle de votre famille. À court terme, on doit vaincre la COVID-19. Et à long terme, on doit bâtir un avenir plus sain et plus prospère. Aujourd'hui, j'annonce qu'on va investir près de 200 millions de dollars dans la compagnie Résilience Biotechnologie afin de renforcer notre capacité de fabriquer des vaccins et des produits thérapeutiques ici au Canada. En soutenant des installations et des compagnies pour qu'elles puissent travailler avec des nouvelles technologies, on positionne le Canada à la fine pointe de l'innovation dans le monde entier. Et c'est essentiel
pour qu'on soit prêt à faire face à toute crise sanitaire future. Today's investment of almost $200 million in resilience biotechnologies will not only boost Canadian manufacturing, it will also support good Canadian jobs. This funding will maintain and create 500 well-paying, full-time jobs at the Resilience Facility in Mississauga, positions that people can rely on to provide for their families. It will also mean 50 co-op spots, which will help young people get their foot in the door in a growing sector. To rebuild from this pandemic, we're investing in Canada, in workers, in innovation, and in the future. Que ce soit pour créer des emplois dans le secteur de la biofabrication ou soutenir les entrepreneurs, on a un plan pour rebâtir un Canada plus fort et plus sécuritaire pour tous. La dernière année a été difficile, mais des jours meilleurs nous attendent. Merci. Je cède maintenant la parole au ministre Champagne. François Philippe. Thank you, Prime Minister, for the introduction. Bien heureux de me joindre à vous aujourd'hui à partir de Shawinigan. Comme le Premier ministre l'a souligné, nos objectifs durant la pandémie ont été clairs. D'abord, de protéger la santé et la sécurité des Canadiens et des Canadiennes, et aussi de nous assurer que nous serons plus résilients pour le futur. To fully appreciate the importance of today's announcement, as outlined by the Prime Minister, we simply need to look to the past. As we have seen, our biomanufacturing sector had been in decline for almost 4 decades. At the outbreak of the pandemic, we lacked the capacity needed to attract the mass production of COVID-19 vaccines. But one thing is clear, Canada is well positioned to grow its leadership in the life sciences sector. We have the talent, we have the entrepreneurs, and we have the ecosystem to help this sector grow. That's why we have taken strategic immediate action with the long-term vision as we outline with the announcement today. Since March 2020, we have invested well over $1 billion in rebuilding our domestic biomanufacturing sector. And in Budget 2021, we doubled down on this commitment with $2.2 billion towards growing a vibrant domestic life sciences sector again. We are helping dozens of Canadian firms expand and are attracting foreign investment in Canada, as we are announcing with Resilience today. Nos investissements permettront d'accroître la compétitivité du Canada à l'échelle internationale dans le secteur des sciences de la vie. Ce qui nous amène, bien évidemment, à l'annonce d'aujourd'hui. Nous sommes heureux d'annoncer que nous investirons 199 millions de dollars dans la compagnie Résilience Biotechnologie pour moderniser et agrandir leurs installations à Mississauga dans un projet d'une valeur totale de plus de 400 millions de dollars canadiens. Une fois complétée, la nouvelle installation pourrait fabriquer entre 112 et 640 millions de doses de vaccins ARNM par année. Cela positionnera le Canada comme juridiction de choix pour attirer la production de vaccins destinés au marché domestique et même aux exportations. As the Prime Minister noted, we are investing $199 million in Resilience Biotechnologies to modernize and expand their facilities in Mississauga, which will support an overall project of more than $400 million. Once completed, the new facility is expected to be able to manufacture between 112 million and 640 million doses of mRNA vaccines per year, a significant boost to our domestic capacity. This will position Canada well to attract vaccine manufacturing for both the Canadian market and the export market. This investment is also very good news in terms of jobs and opportunities for Canadians because the company has committed to keep 500 of these jobs in Mississauga
for the next 25 years. All in all, this investment is good news for Mississauga, good news for Ontario, and good news for the growing life sciences ecosystem all across Canada. Today's announcement is further proof that our country, and indeed our efforts, which are led by the Prime Minister, are attracting major investments in the sector, as we have seen over the last few months. I want to say congratulations to everyone on the resilience team. We are excited to be supporting you in this very important project, a project that will create jobs, a project that will increase our resiliency, and a project that will support our economic growth plan. Avec ça, je vais maintenant passer la parole au Dr Tam. Madame le docteur, la parole est à vous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Nationally, disease activity continues to decline, but there are still some areas of Canada experiencing very high infection rates. Over the past 7 days, an average of 5,700 cases have been reported daily, and the number of people experiencing severe and critical illness remains elevated. On average, over 3,600 people with COVID-19 were being treated in our hospitals each day, including over 1,300 in intensive care units, and there were an average of 43 deaths reported daily. Nevertheless, we are making steady progress, with a 25% decrease in reported active cases since the peak of the third wave in mid-April. Last week, we had more encouraging news, including significant increases in vaccine supplies and expansion and innovation of vaccination programs across the country that are helping to protect as many Canadians as possible, faster. On Sunday, the Thorncliffe Park Vaccination Clinic in East York achieved a great milestone and a Canadian first in vaccine delivery by providing over 10,000 people with a dose of COVID-19 vaccine in less than 24 hours as a single clinic location. At the same time, regulatory and expert authorities in Canada continue to assess the evidence for safe, effective, and optimized use of COVID-19 vaccines in Canada. Following Health Canada's authorization of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine for use in children aged 12 to 15 years on the 5th of May, Canada's National Advisory Committee on Immunization has completed their expert review with new advice for federal, provincial, and territorial governments released today. NACI recommends that a complete series of 2 doses of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine can be offered to individuals 12 to 18 years of age who are eligible to receive the vaccine. The coming weeks and months hold great promise. Accelerated vaccine rollout will return greater benefits if we maintain caution while allowing the vaccines time to build our protection. Many of us are achieving priming protection from our first dose of vaccine during the spring and summer months, to be followed by our second immunity-boosting dose that will maximize protection. During this time, as immunity builds up across the population, it is very important to continue following local public health advice, including about when and where to maintain essential precautions such as masking and spacing. This will help us stay healthy while allowing us to safely enjoy more activities and small reunions outdoors. Importantly, this cautious approach will also set us up for a better fall. Maintaining our progress to reduce infection rates down to manageable levels, ease pressure on the health system, and re-establish public health capacity will put us in a better position to prevent a fall resurgence. Working together, we can end this pandemic and get back to the connections and activities that enrich our social and economic life and well-being in Canada. Thank you. Merci. Miigwech. Bonjour à toutes et à tous. À l'échelle nationale, la transmission de la maladie continue de diminuer et certaines régions du Canada connaissent encore des taux d'infection très élevés. Au cours des 7 derniers jours, 5 700 cas en moyenne ont été signalés chaque jour et le nombre de cas graves et critiques reste élevé. En moyenne, plus de 3 600 personnes atteintes de la COVID-19 ont été traitées dans nos hôpitaux chaque jour,
dont plus de 1300 aux soins intensifs et 43 décès ont été signalés en moyenne quotidiennement. Néanmoins, la situation s'améliore constamment avec une diminution de 25% des cas actifs signalés depuis le pic de la troisième vague à la mi-avril. La semaine dernière, nous avons eu d'autres nouvelles encourageantes, notamment une augmentation importante des stocks de vaccins. Nous avons également stimulé l'expansion et l'innovation des programmes de vaccination dans tout le pays qui contribuent à protéger le plus grand nombre possible de personnes plus rapidement. Dimanche dernier, la clinique de vaccination de Thorncliffe Park de East York a battu un record et réalisé une première canadienne en matière de vaccination en vaccinant plus de 10 000 personnes contre la COVID-19 en moins de 24 heures dans une seule clinique. Par ailleurs, les autorités réglementaires et les experts au Canada continuent d'évaluer les données concernant une utilisation sûre, efficace et optimisée des vaccins contre la COVID-19 au pays. À la suite de l'autorisation donnée par Santé Canada relativement à l'administration du vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech chez les enfants âgés de 12 à 15 ans le 5 mai dernier, le Comité consultatif national de l'immunisation du Canada a terminé son examen d'experts et a publié aujourd'hui de nouveaux conseils à l'intention des gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux. Le CCNI recommande qu'une série complète de 2 doses de vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech puisse être proposée aux personnes âgées de 12 à 18 ans qui sont admissibles à recevoir le vaccin. Les semaines et les mois à venir sont très prometteurs. Une campagne de vaccination intensive apportera de plus grands avantages si nous restons prudents tout en laissant au vaccin le temps de renforcer notre immunité. Bon nombre d'entre nous bénéficieront d'une protection primaire provenant de la première dose administrée au printemps et à l'été, qui sera suivie d'une seconde dose de rappel destinée à stimuler l'immunité et à maximiser la protection. Pendant cette période, alors que l'immunité s'accroît dans la population, il est très important de continuer à suivre les conseils de santé publique locaux, notamment en ce qui concerne les moments et les endroits où il faut respecter les mesures essentielles comme le port de masque et la distanciation physique. Ces gestes nous aideront à rester en santé tout en nous permettant de profiter en toute sécurité de plus d'activités et de nous réunir en petit nombre à l'extérieur. Il est important de noter que cette approche prudente sera un gage d'un automne plus agréable. En continuant sur cette lancée pour ramener les taux d'infection à des niveaux gérables, pour alléger la pression sur le système de santé et pour rétablir le rendement de la santé publique, nous serons mieux à même de prévenir une recrudescence à l'automne. Ensemble, nous pouvons enrayer cette pandémie et retrouver notre entourage et nos activités qui nous procurent un bien-être et enrichissant notre vie sociale et économique au Canada. Merci. Thank you, Dr. New. The PM will be answering 6 questions, 1 question, 1 follow-up. Ministers and doctors will remain another 15 minutes to answer more questions, starting with the phone. Merci, Dr. New. Le premier ministre répondra à 6 questions, une question, une sous-question. Les ministres et docteurs demeureront disponibles pour un autre 15 minutes par la suite, en commençant par le téléphone. Opératrice, c'est à vous. Thank you. Please press star 1 if you have a question. Veuillez appuyer sur étoile 1 si vous avez une question. Notre première question vient de Mélanie Marquis de la presse. À vous la parole. Merci. Bonjour, Monsieur Trudeau. L'avocat du major général Danny Fortin a dit hier que le major général Fortin savait depuis quelques semaines qu'il était visé par une enquête militaire. De votre côté, quand saviez-vous et quand l'avez-vous appris pour la première fois? Merci, Mélanie. D'abord, comme toujours, mes premières pensées sont pour les femmes et les hommes qui servent au sein de nos forces armées, qui ont besoin toujours d'avoir le soutien et l'appui de nos institutions, particulièrement quand il vient le temps de rapporter des allégations d'action ou des plaintes. Nous allons toujours être là pour eux. Dans cette situation, les autorités responsables et le leadership militaire
sont en train d'engager un processus. Quand ils font ça, ils jugent des fois que c'est approprié d'informer mon bureau et j'ai été informé il y a plusieurs semaines. Mais évidemment, parce que c'est un processus qui se découle de façon indépendante, j'ai pas reçu beaucoup de détails, ce qui est tout à fait approprié. Et en plus, je peux pas commenter là-dessus. Mais je peux vous dire que quand il y a des allégations, des préoccupations ou un suivi quelconque, moi et mon bureau, nous avons toujours deux préoccupations en tête qu'on s'assure qu'ils soient suivis. D'abord, que l'enquête soit complète, rigoureuse et juste. Et deuxièmement, que si c'est une plainte par un individu, par quelqu'un, les souhaits de cet individu et les appuis pour cet individu soient mis en priorité. C'est toujours ce que nous allons regarder dans quelle que soit la situation. Nous nous attendons aussi que les processus se découlent de façon rigoureuse et indépendante. Mais je veux souligner que ce qui préoccupe beaucoup de gens, évidemment, c'est la vaccination continue et dans la personne de la brigadière générale Brody, on a quelqu'un qui va pouvoir continuer avec toute l'excellence auquel on s'attend, la livraison de vaccins à travers le pays. First of all, I want to obviously express, as always, my total support for women and men who serve in the armed forces, who deserve to serve in safety, in secure environments, and also to have the supports necessary if ever they are to come forward with concerns and allegations. In regards to this situation, it is being led and followed up appropriately by appropriate authorities and military leadership. In situations like this, those authorities can make a determination to inform me in my office, which they did in this case a number of weeks ago. However, because, as is appropriate, I didn't receive details of what is being alleged and what's going on in terms of the investigation, it would be inappropriate for me to comment on that investigation. But I do want to remind people that whenever we are apprised of situations like this, I have two main priorities. First of all, that the investigation be complete, be rigorous, and be fair. And secondly, that if it's a situation where there are concerns because someone came forward, that the wishes and supports for that complainant be always top of mind as we go through the process. At the same time, I can reassure Canadians that our vaccination rollout, particularly this week where we are receiving record numbers of vaccine doses, our vaccine rollout continues and is in excellent hands with Brigadier General Brody and her team, who will continue to ensure that Canadians get vaccinated as quickly and as safely as possible. En suivi, Mélanie? Oui, en suivi, qu'est-ce qui a changé, donc, M. Trudeau, entre le moment où vous avez été informé, donc il y a quelques semaines, que M. le major général Fortin faisait l'objet d'une enquête, et l'annonce de son départ un peu subi vendredi soir? Et puis, je vais essayer de poser la question sans me faire tirer des roches, là, mais pourquoi est-ce qu'on divulgue pas certains faits pour démontrer que la suspension est justifiée? En ce moment, on parle d'une allégation qui remonte à 1989 d'exhibitionnisme, mais il y a quand même les rumeurs qui s'emballent, puis on peine à saisir quand même l'ampleur, la gravité des gestes qui ont mené au départ de M. Fortin. Je comprends entièrement ces questions, Mélanie, et je peux partager évidemment que c'est une situation qu'on voudrait pas être en train de vivre maintenant au milieu de ce moment particulièrement important, mais c'est aussi évidemment extrêmement important de prendre au sérieux
quand il y a des préoccupations. Par rapport aux décisions spécifiques, comme j'ai souligné, c'est les autorités responsables, c'est le leadership militaire qui a la charge de ce processus. Nous en avions été avisés, mais c'est pas du tout moi ni mon bureau qui se penche sur ce processus. Donc ces questions-là, c'est des questions plus appropriées pour les autorités en place. I understand all these questions, and they're very legitimate questions, Melanie. This is also not an ideal situation to be in, particularly in this moment of crisis, in this moment of importance on the vaccine rollout, but it is really, really important that we have proper processes in place and that any concerns be followed up on. That is what all Canadians expect, regardless of the situations we're in, and that's what's being done in this situation. This is not an investigation out of my office or out of the Privy Council. It's being handled by military leadership and the appropriate authorities. So I can't give the more specific answers that you're looking for, but I would understand that people have questions and are hopeful that this process is going to be, as I highlighted my desire for it to be, fair, complete, and rigorous. Thank you, operator. Next question on the phone. Our next question is from Tanda McCharles from the Toronto Star. Please go ahead. Yes, hi, Prime Minister. I wonder if you can speak then to a couple of things. Given that this seems to be an allegation that came forward possibly 2 months ago, you said a number of weeks ago that you found out. Given that you are in what you call an important moment in the pandemic, what do you make of, what is your opinion of what maybe seems like to the outside foot dragging on this investigation? Why wasn't it addressed very quickly? Why wasn't General Fortin, for example, given specifics of the allegation he's facing until Sunday by a reporter? Again, Tonda, I totally appreciate those questions. They are real questions that people are asking themselves. In this situation, like I said, I was apprised that there were concerns a number of weeks ago. My role and my office's role is to ensure that everyone knows that the proper processes need to be followed, that the wishes of any complaining parties need to be respected and supported, and that these measures be taken seriously with rigor and with fairness. I cannot speak to the details of these allegations, in large part because I wasn't given the details of these allegations, because it would not be appropriate for me to be following that closely an independent investigation like this. But I can assure you that we are very attentive to the fact that proper process be followed in this, as in all cases. I'm wondering how you can describe your confidence that a proper process is being followed, given that it seems like there's a firewall between you and the military, and this seems to be something that's been afoot for 2 months. And so if the allegation is founded, then you've had a leader in position that presumably you wouldn't have wanted him to be. If the allegation is unfounded, now his reputation may be at stake. So I'm just curious, how have you assured yourself, given what seems to be a firewall between you and the military, that a proper, rigorous investigation is being undertaken, and a fair one? You have highlighted, Tonda, the very real challenges and important factors to consider and to keep an eye on in any such process. Absolutely. We need to make sure that the process is fair for everyone involved and that it is complete and rigorous. That's why the communications and the leadership of the military has been focused on this, and my office and the Privy Council office have been engaged with the appropriate authorities to impress upon them the importance of following the proper, rigorous processes and ensuring that all appropriate steps are taken.
Je pense que c'est très important ce que vous soulignez, Tonda, par rapport aux différentes réflexions de s'assurer qu'il y a un processus juste et équitable, mais aussi que ce soit rigoureux et que ce soit conduit de la bonne façon. C'est pour ça que moi et mon bureau, nous avons passé le message très clairement par la greffière du conseil privé et directement au chef des forces armées, que dans leur processus qui sont appropriés, qui sont en place pour faire des suivis, que tout soit suivi à la lettre, que tout soit fait de la bonne façon. Merci. On va prendre une dernière question au téléphone avant de passer dans la salle. Merci. Notre prochaine question est de Marie Vastel du Devoir. À vous la parole. Please go ahead. Oui, bonjour, M. Trudeau. J'aimerais changer de sujet, si vous me le permettez. Je voudrais revenir sur la réforme de la loi 101 déposée par le gouvernement du Québec la semaine dernière. On vous a pas entendu et vos ministres, jusqu'à présent, ont refusé de commenter en voulant prendre le temps de voir le projet de loi. Maintenant que ça fait presque une semaine, j'espère que vous avez peut-être un petit peu plus à dire. Le gouvernement Legault a annoncé qu'il va modifier la Constitution, notamment pour inscrire que le Québec est une nation et que le français est la seule langue officielle du Québec. J'aimerais savoir si votre gouvernement est aussi d'avis qu'une province peut modifier à elle seule, de façon unilatérale, la section provinciale de la Constitution. Est-ce que votre gouvernement a la même interprétation quant à savoir quels amendements sont possibles de façon unilatérale? Merci Marie. D'abord, comme vous savez, nous partageons avec le gouvernement du Québec le même intérêt, le même désir de voir le français protégé au Québec et en plus partout au Canada. C'est une responsabilité particulière du gouvernement fédéral et nous allons toujours être là pour protéger le français et au Québec et ailleurs au Canada, tout en assurant la protection des minorités linguistiques officielles à travers le pays, ce que nous allons faire. Par rapport à la capacité de modifier la Constitution en ce qui a trait à une province en particulier, effectivement, ce que nous comprenons par nos analyses initiales, c'est que effectivement, le Québec a le droit de modifier une partie de la Constitution, pour souligner d'ailleurs des constats que nous avons déjà faits au niveau du gouvernement fédéral, c'est-à-dire que le Québec consiste d'une nation et que c'est une province où la langue officielle, c'est le français. Nous allons évidemment nous assurer que on est en train de respecter les protections qui sont là ailleurs dans la Constitution, particulièrement pour les anglophones au Québec. Mais je crois qu'il y a beaucoup de travail que nous allons pouvoir faire ensemble, le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec, pour avancer sur la protection de la langue française, qui est quelque chose sur lequel nous sommes d'accord. I think it is extremely important first to highlight that we agree with the province of Quebec on how important it is to protect the French language. Yes, there are particular measures that need to be done to protect the French language within Quebec, but also, as the federal government has responsibility, right across the country. That goes hand in hand, of course, with the protection of linguistic minorities across the country, which we will continue to do. In regards to the Constitution, our initial analysis in terms of the Justice Department has highlighted that it is perfectly legitimate for a province to modify the section of the Constitution that applies specifically to them, and that that is something that they can do while ensuring, of course, that the rest of the Constitution, including the sections that protect linguistic minorities like Anglophones in Quebec, continue to be respected. We will continue to move forward in ways that protect the French language, both in Quebec and across the country, and look forward to partnering with all governments across the country that share that goal with us. En sous-question, Marie?
Oui, merci d'avoir donné une réponse avec de l'information. Mais je veux juste continuer là-dessus. Vous dites que, donc, ce que j'en comprends, puis dites-moi si je me trompe, c'est que vous allez donc accepter ces modifications constitutionnelles-là sans vous y opposer. Mais qu'en est-il du reste du projet de loi 96, de la CAQ? Vous dites que vous voulez aussi vous assurer que le projet de loi protège les anglophones du Québec. Vos ministres se sont fait demander la semaine dernière s'ils s'engageaient à ne pas contester le projet de loi québécois à laisser le Québec légiférer. Est-ce que vous allez jusque-là vous engager à ne pas contester tout le reste du projet de loi, ou est-ce que j'en comprends avec vos propos sur la protection des anglophones qu'il y a quand même certains éléments que vous surveillez plus attentivement qui pourraient vous poser problème? D'abord, laissez-moi dire que on est d'accord avec le gouvernement du Québec qu'il faut en faire plus pour protéger la langue française. Mais nous, en tant que gouvernement fédéral, c'est pas juste une question de protéger la langue française au Québec, c'est une question de la protéger partout au pays aussi. Et à ce niveau-là, le gouvernement du Québec et nous rejoignons pas mal. Évidemment, c'est un projet de loi qui a été avancé à l'Assemblée nationale. Il y a un processus de comité, il y a un processus d'analyse, il y a des modifications possibles à ce projet de loi, malgré un grand niveau d'appui des différents partis à l'Assemblée nationale. Alors, nous allons regarder le parcours de ce projet de loi. Mais je peux rassurer tous les Québécois et tous les Canadiens que nous allons être là en tant que partenaires pour s'assurer et de la protection de la langue française et de la défense des droits. Merci. On va maintenant passer aux questions dans la salle. Prime Minister Kevin Gallagher, CTV National News. I just want to take it back to the investigation into Major General Denny Fortin. I find your answers to be a bit vague here. You say weeks ago you found out. You've said that issues of sexual misconduct are zero tolerance for you. So the question is, why was Major General Fortin allowed to stay on with public health until Friday? When did you find out that this was an allegation of sexual misconduct? First of all, I have highlighted that I have not been given a tremendous amount of details into this case because that would not be appropriate. There are official and independent processes underway in reviewing the case and reviewing the concerns that were brought forward, and they can speak to what needs to be made publicly. I cannot speak to too many details of this. I can highlight that this is a matter being followed up on by the military leadership and the appropriate authorities, that they made decisions along the way, and that we, from our position, are in a position of ensuring that, yes, the appropriate steps be followed, and that wishes of any complainants, if that is indeed the type of investigation this is, be respected and followed. I can't even confirm the type of investigation this is because that is not information that has been made public by the military yet. Well, I think that we need to look maybe a bit broader here. I mean, now with Major General Fortin, at least half a dozen top military officials are under investigation for sexual misconduct. Your government 6 years ago had recommendations to address sexual misconduct in the forces from the Deschamps report, and very few of those recommendations were implemented. What responsibility do you take now for the crisis that is gripping the military? I think we all share responsibility for this. The culture of tolerance of misconduct in the military has gone on for far too long, which is one of the reasons why, as a government, when we came into office 6 years ago, we took significant steps to accelerate the move towards creating better supports for survivors of sexual assault or anyone who comes forward. We have taken steps, but obviously, with what we're seeing now, there is so much more to do, which is why we appointed Justice Louise Arbour to lead up a review process to talk about the path going forward, and immediately appointed General Jenny Carignan to be able to create supports right now for anyone in the military who needs to come forward and wants to come forward and share unacceptable actions or issues that they have faced. It's really, really important that anyone who serves feels supported and listened to
as they come forward to share actions, experiences, inappropriate things that happened to them over the course of their career or in the past years. Francis, sur la responsabilité. Je pense que c'est extrêmement important de reconnaître que nous devons faire mieux en tant que pays, en tant que société, pour appuyer les survivantes et les survivants d'agressions. Depuis 6 ans, nous avons pris des gestes importants pour améliorer la situation, mais nous avons beaucoup plus à faire. C'est pour ça que nous avons demandé à la juge Louise Arbour de faire un suivi pour établir les prochaines étapes à suivre. Mais en même temps, on n'attend pas le rapport de Mme Arbour. On a mis en place la générale Carignan pour pouvoir être là, pour recevoir dès maintenant des préoccupations, des plaintes, des expériences inacceptables vécues par des gens qui servent actuellement dans les forces armées. Prime Minister, I'm wondering if you can tell us whether you're aware of any other investigations into sexual misconduct, and if so, how many additional investigations are underway? As I said, the investigation that is going on is being managed by the appropriate authorities and military leadership. In some cases, we are apprised of those situations, not necessarily in all cases, so I can't speak to how many investigations are going on. But what we have seen over these past months is that there is a pattern and there is a culture of unacceptable actions in the military that have gone on for far too long, which is why we are moving concretely on strengthening the supports for survivors, strengthening the processes in place to make sure that people who want to come forward are able to come forward, feel supported in coming forward, which for far too long was not the case. That is why between Justice Arbour and General Carignan in place right now, we are seeing an immediate shift, and people are coming forward with allegations, some of which go back many years, others which are more recent, and that is how the system should be working. It is going to be a difficult process for the military to transform its culture, but we know, everyone knows, that it is time. Je pense que c'est clair que ce qu'on est en train de voir dans les nouvelles depuis plusieurs semaines indique qu'il y a un vrai problème au sein des Forces armées canadiennes, que depuis trop longtemps, trop de femmes et d'hommes ne se sentent pas appuyés pour venir partager leur histoire, pour porter plainte contre des agressions et des gestes inacceptables. Et ça doit changer. C'est pour ça qu'on est en train de voir avec le nouveau processus qu'on a mis en place avec la générale Carignan et aussi avec l'engagement de la justice Arbour, la juge Arbour, que nous avons des processus qui sont maintenant plus accessibles et réconfortants pour des gens qui veulent porter plainte, que ce soit sur quelque chose qui est arrivé récemment ou depuis des années ou même des décennies. C'est important, mais ça va être difficile pour les forces armées de passer à travers ces moments. Mais nous savons, tous les Canadiens savent que c'est quelque chose par lequel il va falloir qu'on passe. Bonjour, M. Trudeau. Louis Blouin de Radio-Canada. Vous dites que c'est important de changer le mécanisme pour les victimes, mais du même souffle, vous dites qu'en ce moment, les enquêtes qui sont en cours et tout ce qui se passe, ça doit être confié aux forces canadiennes. Comment pouvez-vous leur faire confiance avec tout ce qu'on voit en ce moment pour le traitement de ces enquêtes-là? On est rendu à une demi-douzaine de hauts dirigeants de l'armée qui sont sous enquête. Est-ce que c'est pas le moment de retirer ces enquêtes-là dès maintenant des mains du haut commandement de l'armée? Pourquoi attendre? On sait qu'on est dans une situation extrêmement difficile, mais aussi importante, où on fait les processus nécessaires. Depuis très longtemps, les forces armées ont des capacités de faire des enquêtes, des suivis sur des préoccupations et des comportements de leurs membres. On a vu, en même temps, que par rapport aux plaintes d'agression sexuelle
par rapport aux plaintes d'harcèlement, ils n'ont pas toujours été très bons là-dedans. C'est pour ça que, justement, on est en train de travailler avec des hauts placés dans les forces armées et à l'extérieur des forces armées pour s'assurer qu'il y a des meilleurs processus en place dès aujourd'hui, que ce soit avec la générale Carignan, que ce soit avec la juge Harbour. Nous sommes en train de s'assurer que ces processus soient pris au sérieux et soient suivis de la bonne façon. I think it is obvious that within the military, including within the military investigations approach, that have a robust system of investigations into crimes and issues that are internal to the military, have not always been very good about supporting survivors of sexual assault, following up on claims of sexual harassment, and that is something that we need to significantly improve. That's why we're working both within the armed forces with allies and leaders who get that and who are transforming things from the inside, as is General Carignan, but also bringing in someone of the caliber of Justice Harbour, who will ensure that the structures and the processes in place are the ones that will ensure that all of these issues are taken seriously, treated fairly, and that survivors are given a proper listening and proper support. Prime Minister Tom Perry, CBC. On the situation in the Middle East, Canada has called on both sides in the current conflict to move toward ending the violence, but there have been calls for an immediate ceasefire between Israel and the Palestinians. Where does Canada stand on that? The Palestinians also say they're going to be going to the General Assembly to try and get some kind of resolution on this. Where would Canada stand on that if it goes before the UN General Assembly? First of all, our hearts go out to Israelis and Palestinians for the violence that is surrounding them right now. We've all seen the tragic images, families, innocents, kids affected. It needs to stop. That's why Canada is calling for a ceasefire. That is why we will work with the international community to de-escalate the situation and to move forward so that there is no more loss of civilian life. On est de tout cœur avec les Israéliens et les Palestiniens qui vivent des moments extrêmement difficiles maintenant. On a vu les images de violence sur des familles, sur des innocents, sur des enfants. Ça doit arrêter. C'est pour ça que le Canada est en train d'appeler pour un cessez-le-feu et on va travailler avec nos partenaires à l'international pour qu'il y en ait un. One last question. Hi, Prime Minister Chris Reynolds, Canadian Press. I'm hoping you'll indulge a double-barreled question here. First, polls indicate that Canadians are not as enthusiastic as some U.S. lawmakers when it comes to reopening the Canada-U.S. border. So I'm wondering what conditions you think Canadians want to see in place in order to expedite that process of unlocking the 49th parallel. And secondly, given all these allegations, these growing allegations against senior members of the Canadian Armed Forces, I'm wondering how comfortable you would be if your daughter, Ella Grace, told you that she wanted to join the military. First of all, in regards to the Canada-U.S. border, we continue to work very closely with American authorities and with Canadian experts on how we can move forward in a way that is safe for Canadians. We know that we are not yet out of this third wave. We know that there are still real concerns around transmission of the virus, but we will continue to work with our partners and hopefully get to a better place when the time is appropriate. We're all eager to get back to normal, but we know that before we get back to normal, cases need to be under control and over 75% of people need to be vaccinated for us to start loosening things in Canada. And we'll see what framework we apply to ensure that we're keeping Canadians safe, even as we look to eventually changing the restrictions and the posture at the border. In regards to my daughter, I hope my daughter is able to choose to do whatever she wants to do when she grows up. She is
filled with dreams and hopes like any little girl, like any child. And I would want to know that whatever workplace that she goes into, she will be treated fairly. She will not face discrimination or harassment. She will be paid as much as a man will, which is a big part of why we're so strong about moving forward on pay equity, which will come into force this summer. There are many, many things I wish for my daughter, but they are not different than that I wish for any daughter across this country. We have to do better, whether it's in the military or in corporate Canada or within our communities in fighting against gender-based violence. We have work to do, but I am confident that in the coming years, we will continue to deliver on a fairer world for everyone. Les espoirs que j'ai pour ma fille, c'est qu'elle puisse avoir tous les choix et possibilités de suivre ses rêves qu'on espérerait pour n'importe qui, que ce soit de travailler dans un bureau, de servir dans les forces armées, de devenir artiste ou scientifique. Elle, comme toutes les filles au Canada, mérite d'avoir un lieu de travail sécuritaire, où elle est libre d'intimidation ou d'harcèlement, où elle est payée autant pour un travail équivalent qu'un homme, qu'elle ne fasse pas face à la discrimination ou des iniquités. C'est pour ça que nous travaillons pour lutter contre la violence domestique et la violence fondée sur le sexe. C'est pour ça qu'on est en train de travailler pour changer la culture à l'intérieur de nos forces armées et de nos autres institutions. Et c'est pour ça qu'on avance avec notre projet d'équité salariale qui va s'enclencher cet été pour s'assurer que les femmes et les hommes soient payés pareil pour du travail pareil. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. C'est tout le temps que vous avez avec nous aujourd'hui. Merci. On va maintenant passer au